Donc moi c'est Mbaye Hatch, je suis ingénieur en génie électrique et actuellement CEO du cabinet EMC Africa et disons écrivain disons par accident si je puis dire. Et je suis aussi dans ce domaine, je suis lauréat en fait du dernier prix du Mila avec un livre que j'ai écrit sur le changement climatique. On sait que environnement et énergie sont intimement liés. Voilà, on ne peut pas les dissocier. C'est de là qu'est venue vraiment l'idée vraiment d'écrire en fait dans ce domaine. Et quand j'écrivais dans ce domaine, quand les gens voient effectivement le titre du livre, ils pensent tout de suite environnement. Mais effectivement, il y a une partie effectivement environnement, mais il y a une partie aussi vraiment qui fait focus sur le power, sur l'énergie, qui est vraiment en fait à l'origine de, disons, tout ce process de changement climatique. Déjà, faut le dire, c'est un livre assez intéressant parce que c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a été primé. Hein, donc, généralement, bon, on prime des littéraires, on prime des romans. Dans ce livre, je l'ai structuré déjà en deux parties. Il y a une partie vraiment pédagogie pour, en tout cas, éclairer les Africains sur le changement climatique et le danger qu'il court. Ça, c'est vraiment pour le mettre à niveau. Mais je ne me suis pas limité à ce niveau. Il y a une deuxième partie vraiment où je parle aux décideurs. Et c'est là où j'ai mis vraiment l'accent sur, j'allais dire, l'énergie en fait. Parce qu'on parle de transition énergétique, on parle d'énergie verte. C'est bien beau tout ça. Mais il faudrait que l'Afrique comprenne les véritables enjeux autour du changement climatique. On est présent en COP à chaque année. Qu'est-ce qu'on y récolte? Voilà, il y a plus, je pense, de frustration qu'autre chose. Moi, justement, ce livre, il est en même temps un éveil de conscience, mais en même temps, en fait, une ligne directrice qu'il faudrait que les Africains, en tout cas, prennent. Parce que, vous le savez comme moi, l'énergie est le moteur du développement. On ne peut pas faire autrement sans, en tout cas, maîtrise de cette, disons, de ce secteur. Et vous parlez effectivement de la comparaison que j'ai fait avec l'Espagne. Ça, c'est vraiment en fait un des éléments. Voyez-vous, moi, ça dit que cette comparaison, il faudrait à chaque fois que je sorte cette comparaison pour, en tout cas, faire comprendre aux Africains le retard qu'on a, en tout cas dans ce continent. Parce que vous prenez les 54 pays africains, vous sortez le Maghreb, vous sortez l'Afrique du Sud, il va vous rester 47 pays réunis, le Sénégal jusqu'à la Tanzanie, etc. Vous prenez ces pays réunis, tous ces pays réunis, l'Espagne pèse plus lourd en termes de production d'électricité. C'est quelque chose qui choque, mais il faudrait que les Africains le sachent pour comprendre en tout cas le gap qui nous sépare vraiment de ces pays développés, de ces pays industrialisés. Et tant qu'on n'a pas encore compris effectivement qu'on doit prendre notre voie, avoir notre propre agenda, on n'ira pas loin. Et moi, dans ce livre, effectivement, je suis allé jusqu'à, en tout cas, proposer des pistes de solutions. Parce que quand on fait un essai, bon, on est critique, mais aussi on se doit de donner des solutions. Et justement, je suis allé jusqu'à, en tout cas, je suis l'un des premiers même, si je puis dire, à dire que l'Afrique devrait aller en COP pour exiger un moratoire. Un moratoire, en tout cas, d'utilisation de ces énergies fossiles. Et quand j'ai utilisation des énergies fossiles, moi, je suis pas charbon. Voilà. Parce que le charbon, on sait les dégâts qu'il cause. Mais au moins le gaz, qui est une énergie de transition. Mais le gaz, si on l'utilise à bon escient, combiné bien sûr avec le potentiel renouvelable, je pense qu'on peut aller très très loin. Pour répondre à cette question, il faudrait être factuel. Vous l'avez dit, il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas d'électricité. C'est une chose. Je souhaite surtout pas, c'est-à-dire qu'on se limite à cette conception du fait qu'effectivement il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas d'électricité. Il faudrait qu'on aille plus loin. L'Afrique a besoin de se développer. L'Afrique a besoin de s'industrialiser. Et ça, c'est extrêmement important qu'on le sache.
Et justement, ça dit que dans cette conception, en tout cas dans cette vision, satisfaire les 600 millions d'Africains qui n'ont pas d'électricité, on peut le faire avec les énergies propres. Ça ne pose aucun problème. Moi, je suis sûr et certain à 100% en développant effectivement, en captant des financements sur les énergies propres, on peut satisfaire en tout cas ses besoins. Dans ce livre, il y a une carte. Il y a une carte que je projette souvent et que je projette à mes étudiants, disons, dans l'enseignement supérieur. Il y a une carte nocturne du monde qui montre un peu, en tout cas, la situation de ce globe, avec l'Afrique vraiment qui est restée dans le noir. Satisfaire cette Afrique avec, en tout cas, je veux dire, des panneaux solaires, ça permet de résoudre une partie du problème, qui est justement ces 600 millions d'Africains qui n'ont pas d'électricité. Mais après, si on veut se développer, si on veut s'industrialiser, mais c'est pas avec des panneaux solaires. Je suis désolé. Voilà. Donc, moi, c'est ma vision. Je suis, en tout cas, pour des solutions environnementales. Il faudrait qu'on tienne compte de cet environnement. Mais le besoin de développement aussi, il faudrait qu'on, en tout cas, le mette sur la table. Et puis concilier les deux et puis trouver le juste milieu. Quand on compare vraiment la manne qui sort, enfin, en tout cas, l'estimation des revenus qui sortent de nos puits, comparé à nos revenus, 75 milliards, ça choque. Quand on brandit effectivement cette idée de renégocier, je pense que c'est pour rattraper certaines erreurs. Parce qu'effectivement, c'est vrai que le Sénégal a des hydrocarbures offshore qui techniquement est plus complexe que du onshore. Parce que moi, je suis un produit de l'Algérie, en fait. Je connais bien ce secteur, enfin, en tout cas ce pays qui dépend vraiment des hydrocarbures, mais en onshore. Je pense que la première chose qu'on devrait faire, c'est vraiment de se mettre à niveau. Et quand je dis de se mettre à niveau, c'est en termes de formation, mais aussi c'est en termes de capacité d'absorption de nos produits hydrocarbures. Et je pense qu'à un moment donné, on a raté un virage vraiment qui permettait au Sénégal de se mettre à niveau. L'Algérie est ouverte. Mais au-delà de l'Algérie, il y a plein de pays, Singapour, États-Unis, etc., qui pourraient nous mettre à niveau. Malheureusement, ce virage, on l'a raté. Bon, maintenant, on parle effectivement de renégocier vraiment les contrats. Moi, je pense que ça va être quelque chose qui va... En tout cas, il faudrait qu'on le fasse. Ce que je puis dire, en fait, dans ce cadre, c'est que déjà, ça va pas être facile. Même si effectivement un contrat reste un contrat, parce que pour quelqu'un qui pratique, en tout cas les prestataires dans ce domaine, ils sont très outillés. Et ils ne font jamais rien pour rien. Moi, j'ai eu la chance, en tout cas, de pratiquer, disons, certains prestataires de services. Quand je me suis approché d'eux et que j'ai vu, par exemple, leur service juridique, j'ai dit, voilà, ces gens, en fait, c'est pas des enfants de cœur, quoi. Le Sénégal a la chance, en tout cas, d'être, par exemple, dans le domaine des énergies propres, d'être pionnière. Pour autant, je dis bien, le volet hydrocarbures, quand je l'ai lu, j'ai eu une satisfaction parce que quand il va jusqu'à, en tout cas, planifier une deuxième raffinerie, ça c'est quelque chose, en tout cas, d'intéressant. En tout cas, pour un pays comme le Sénégal, tout le monde sait qu'on peut revenir sur la SAR, l'histoire de la SAR, etc. Mais je pense que essayer d'absorber, en tout cas, une partie de notre production pour en faire, en tout cas, de la richesse pour créer des emplois, c'est une très bonne chose. Mais pour autant, effectivement, quand j'ai vu la partie électricité, là, j'ai été un peu refroidi. Parce que vous parlez effectivement des 40%, qui est un objectif d'ici 2040, enfin, en tout cas d'ici 2040. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait de la planification énergétique, quand on fait une politique énergétique à long terme, il y a un processus. Et il n'y a pas de raccourci. Se projeter en 2024 pour dire que je vais atteindre 40%, pour moi, ce n'est pas la bonne méthode. Ce qu'il faudrait, c'est mettre l'accent sur, en tout cas,
l'objectif qu'on veut atteindre en termes de capacité, en termes de capacité électrique, en termes de capacité de production. Parce que c'est ça qui va créer de la richesse dans ce pays. Et quand je dis créer de la richesse, vous savez, en fait, les jeunes qui malheureusement prennent la mer, ils ne trouvent pas de solution. Qu'est-ce qu'il faut pour ces jeunes? C'est les retenir dans ce pays. Et les retenir dans ce pays, c'est créer vraiment de la richesse, c'est créer des usines, c'est créer des industries pour les retenir. Et ces industries, ça roule avec de l'énergie. Moi, c'est dans cette vision que je me dis qu'il faudrait qu'on mette l'accent d'abord sur notre projection. Dire que d'ici 2040, effectivement, il y a une feuille de route industrielle qu'on met en place pour atteindre une certaine capacité de production. Maintenant, cette capacité de production, effectivement, je veux dire, le Sénégal a cette chance, encore une fois, d'avoir du pétrole et du gaz et des énergies renouvelables. Il ne sert absolument à rien, à l'heure H où on parle, de vraiment essayer de faire plaire aux autres. Moi, c'est un discours que je tiens. Vous savez, en fait, il y a un pays qui est, j'ai cité tantôt l'Espagne. C'est un pays qui m'intéresse. Parce que tout simplement, si vous voyez son mix énergétique, l'Espagne actuellement est à plus de 40% de part de renouvelables. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand vous décomposez le mix énergétique de l'Espagne, vous verrez que l'autre partie est assurée par du nucléaire et du gaz. Et un peu d'hydraulique. Hydraulique, même si ça fait partie, disons, des renouvelables. Mais ce qui est intéressant pour l'Espagne, c'est que si vous pointez le curseur sur sa capacité électrique, vous allez vous rendre compte que l'Espagne a une capacité industrielle. Pendant que le Sénégal, je vous donne juste quelques chiffres, pendant que le Sénégal est à moins de 2 gigas, mais l'Espagne est à 119 gigas. C'est des proportions énormes. Mais c'est juste pour, en tout cas, attirer l'attention sur le fait que ces Européens, il faudrait qu'on fasse très attention à eux. Parce que simplement, vouloir dire qu'on veut atteindre 40%, moi, l'idée d'être un bon élève, je dégage ça en touche. Ça ne m'intéresse pas. Il faudrait que j'assure ma capacité d'abord industrielle qui me permettra vraiment d'absorber ma jeunesse, de régler mes problèmes effectivement d'électricité. Après, le taux d'électrification, le taux en tout cas de part de mix par rapport au renouvelable, ça on verra. Si c'est 5%, c'est 5%. Mais si c'est 40%, il n'y a pas de souci. Déjà, effectivement, sur le carburant, c'est vrai que c'est un secteur qui a un effet induit sur l'économie. Vous prenez le carburant, vous prenez l'essence, le diesel, l'essence pirogue, sur le coût des transports, etc. Ben, clairement, effectivement, ce coût, vous le tirez vers le bas, ben, c'est un effet domino derrière. Le Sénégal a cette chance d'être un pays producteur de pétrole. Et qui dit hydrocarbures, qui dit pétrole, dit effectivement produits dérivés, essence, diesel, etc. Moi, je pense que il y a un virage qu'on a, je le disais tantôt, il y a un virage vraiment qu'on a raté. Moi, je suis sidéré, croyez-moi, je suis triste quand je vois ces cargaisons qui quittent nos eaux pour aller pour créer la richesse ailleurs, pour créer justement ces produits dérivés. Moi, j'ai eu la chance de faire une ville comme Dubaï, je vais vous dire. J'ai quitté Dubaï, centre-ville, pour aller à Dubaï port. On roulait sur 30 km à peu près de côte. Mais j'ai été complètement, vraiment admiratif du décor. Parce que quand j'ai vu effectivement des centrales qui m'accompagnaient, des cheminées qui m'accompagnaient, j'ai dit ces gens ont compris. Mais il faudrait qu'on fasse de même. Il faudrait qu'on utilise notre gaz, encore une fois, et c'est vraiment la seule alternative. Parce que on est dans un environnement mondial. Le gaz a été classé énergie de transition, même par les Européens. Vous le savez, vous suivez. Mais profitons en tout cas de cette aubaine. On ne va pas investir sur du charbon, mais le gaz, en tout cas les opportunités qu'offre le gaz sont actuellement extraordinaires. Voilà. Donc si en tout cas on arrive vraiment à avoir une politique énergétique axée sur le gaz, croyez-le, ça va régler beaucoup de choses. Les raffineries, en amont même, ils fonctionnent au gaz.
Ce gaz va faire tourner énormément d'industries. On pourra, à la limite, après, même si on est excédentaire, exporter à travers le réseau du WAP qui est disponible. C'est le moment, en tout cas, de se positionner vraiment pour un Sénégal meilleur, quoi. Le concept Gas to Power, c'est un excellent concept. Ça voudrait tout simplement dire, effectivement, qu'il faudrait qu'on transforme une partie de notre gaz vraiment en électricité et peut-être en industrie. Et ce concept, moi, vraiment, je le salue. Mais il ne faudrait pas que ça, en tout cas, ça dorme dans les tiroirs. Voilà. Il faudrait vraiment qu'on puisse, en tout cas, mettre les jalons qu'il faut, maîtriser vraiment tout ce process, tout le projet Gas to Power pour que vraiment qu'on n'ait aucune dérive. Parce que, vous savez, dans le subconscient des Sénégalais, quand on dit à un Sénégalais que le Sénégal est producteur, en tout cas d'hydrocarbures, gaz et pétrole, mais tout de suite, on pense au pays pétrodollar. Et c'est normal. Mais il faudrait qu'effectivement qu'on puisse conscientiser la population sur, en tout cas, nos réserves. Nous, on n'a pas les mêmes proportions que les pétrodollars. Je veux dire, nos réserves ne sont pas les mêmes. S'ils sont devenus riches, c'est parce qu'ils ont eu des réserves qui leur permettent de vendre une bonne partie, et puis d'utiliser une autre partie. Je déplorais le fait que les premiers mètres cubes soient exportés, mais Yakateranga, effectivement, mais il faudrait que ce gaz vraiment nous serve à alimenter des centrales à gaz. Moi, je suis un produit de l'Algérie. J'ai fait mon premier stage dans une centrale électrique. C'était à Béjaïa. La seule centrale produisait plus que la capacité du Sénégal. C'est pour dire vraiment le potentiel qu'offre ce gaz. Quand on tourne, en tout cas, autour de ces unités, on les multiplie, tous les éléments sont réunis, encore une fois, pour faire décoller ce pays. Et le projet Gas to Power, moi, je l'appuie très fortement, mais ce que je puis dire, c'est qu'il faudrait qu'il soit maîtrisé avec des jalons et pas de dérive dans ce sens. Parce qu'on est dans un monde où c'est une course contre la montre. Et on a cette chance, en tout cas, d'avoir ces hydrocarbures. Il faudrait qu'on en profite. Le contenu local va être respecté si vraiment l'expertise est là. Parce qu'il faut se le dire, hein, on est aussi dans un monde où le profit, en tout cas, est au devant. Les gens qui font, en tout cas, ces genres de projets, les investisseurs qui font ces genres de projets, tu as beau leur imposer, en tout cas, un contenu local, mais il faudrait aussi que l'expertise soit présente. Et c'est encore une fois, en tout cas, une occasion pour moi de demander en fait à ce gouvernement qu'il mette en tout cas l'accent sur la formation et l'encadrement. Parce que, effectivement, réussir un contenu local, c'est bien beau, mais il faudrait en amont assurer vraiment les préalables. Et les préalables, encore une fois, vraiment, c'est ces formations. Je vous donne le cas, par exemple, des soudeurs, en tout cas, dans ce domaine. Mais c'est un métier qui est extrêmement bien payé. On a des soudeurs métalliques, mais il faudrait effectivement qu'on puisse, en tout cas, faire progresser vraiment ces Sénégalais pour assurer, en tout cas, un minimum. Et quand on parle de contenu local, c'est vraiment, bon, j'ai cité le cas des soudeurs, mais le contenu local, c'est vraiment dans plusieurs domaines. Voilà, donc que ce soit électricité, mécanique, vraiment, en fait, on a cette chance, encore une fois, d'absorber notre jeunesse. Question intéressante, hein, parce qu'effectivement, vous avez parlé du JETP. Juste pour marquer un temps d'arrêt sur cette affaire du JETP, JETP, c'est pour ceux qui vont voir, en fait, en tout cas, la vidéo, Just Energy Transition Partnership. Donc, partenariat pour une transition énergétique juste. Vous savez, en fait, moi, ce que je veux, encore une fois, éviter, c'est d'apparaître comme un bon élève.
Moi, j'ai analysé en fait ce JETP. Je l'ai un peu décortiqué pour voir en tout cas les tenants et les aboutissants. JETP, vraiment dans sa finalité, semble-t-il qu'il y a un groupe de partenaires qui veulent aider certains pays avec des revenus moyens ou faibles à faire leur transition énergétique. C'est ça vraiment le concept. J'ai dit, OK, je suis allé creuser quels sont les pays qui sont éligibles dans ce pays. J'ai vu effectivement, il y avait deux pays africains, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Et puis hors de ce continent, il y avait l'Indonésie et le Vietnam. OK. Euh, Quand vous faites en fait, en tout cas, vous décomposez le mix énergétique de ces pays, normalement, ils doivent avoir un dénominateur commun. Le dénominateur commun, ça devait être quoi? Ce sont des pays pollueurs à base de charbon en particulier. Mais qu'est-ce qu'on voit quand on analyse ces pays? Les trois pays, Afrique du Sud, Vietnam et Indonésie, mais clairement, quand on voit leur structure, ce sont des pays qui dépendent du charbon. Donc ces pays, moi, je note qu'ils doivent être dans le JETP, il n'y a pas de souci. Mais après, quand je vois le cas du Sénégal, j'ai dit, mais moi, ça me pose problème parce que le Sénégal, vous le savez, c'est pas un pays pollueur. Qu'est-ce que le Sénégal fait dans le JETP? Malheureusement, on en est là. Et ce qu'il faudrait encore une fois éviter dans ce monde, c'est de s'enfermer sur une politique dictée par les autres. Et quand je dis dictée par les autres, en fait, ils sont enrichis. À un moment donné, inconsciemment peut-être, mais actuellement, le problème du monde, on le sait. Le problème du monde, c'est le charbon. Et il faudrait que le monde sorte de ce charbon. Qui sont les pays producteurs actuellement d'électricité à base de charbon excessif? C'est la Chine, c'est l'Inde. Je me dis que s'il y a une transition énergétique qu'il faudrait imposer ou bien faire, c'est avec les pays pollueurs. L'Afrique, c'est vrai que a un besoin de développement. Il ne faudrait pas que l'Afrique base son développement sur du charbon. Moi, je suis complètement d'accord. Mais l'Afrique, effectivement, devra établir sa feuille de route, encore une fois, par les Africains et pour les Africains, mais aussi basée sur nos potentiels. Et quand je dis basé sur nos potentiels, c'est vraiment en fait ce qu'on dispose, ce que Dieu nous a offert, ce que Dieu nous a donné. C'est le gaz, c'est le pétrole pour la pétrochimie, mais aussi c'est les énergies renouvelables. Il faudrait qu'effectivement qu'on écrive nous-mêmes notre feuille de route qu'on va suivre et non pas se faire dicter par, en tout cas, des concepts qui vont nous plaquer. Comme je dis, moi, j'ai pas le livre, si vous avez la chance de le lire, il y a un chapitre vraiment où j'ai pas été tendre avec les Occidentaux parce que je suis allé jusqu'à les traiter d'hypocrites. Et ça, c'est une réalité. Parce que, tout simplement, on veut effectivement imposer à l'Afrique une voie de développement. Quand je dis je vois global, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, en fait, le développement de ce continent. Et il faudrait que notre, en tout cas, mix énergétique soit effectivement basé sur aussi bien nos énergies fossiles, en l'occurrence bas carbone, comme le gaz, mais aussi, bien sûr, le renouvelable qu'on a en disponible, le solaire, l'éolien, etc. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important, vraiment qu'on le sache. La transparence joue un rôle essentiel. Dernièrement, vous avez entendu parler de la sortie du Sénégal dans les PMA. En fait, tout le monde en parle. Moi, en tout cas, voilà, un peu comme tout le monde, je suis cette affaire. Et je pense que le premier jalon, en tout cas, le président l'a posé lors de son discours, c'est l'ouverture du COS-Petrogaz. Voilà. Donc, je pense que ça démontre vraiment une volonté, en tout cas, d'une gestion vraiment transparente. Quand un pays dispose, en tout cas, de cette manne, en tout cas, de revenus, vous qui êtes, en tout cas, dans ce domaine, on parle souvent de malédiction, on parle de... Voilà. Mais il n'y a qu'une gestion transparente, vraiment, qui permet d'éviter certaines dérives. Et quand je dis certaines dérives, c'est par rapport à cette, en tout cas, idée théoriquement de malédiction, mais aussi, vraiment, que
le Sénégalais lambda puisse en tout cas sentir que les hydrocarbures ruissellent jusqu'à son niveau. Voilà. Donc cette question effectivement de gouvernance, cette question de transparence, vraiment, elle est essentielle pour en tout cas une bonne utilisation, une bonne, en tout cas, voilà, une bonne utilisation vraiment de nos hydrocarbures. Vraiment, vous prenez un pays comme l'Algérie où je suis produit, vous visitez ce pays, c'est vrai que ils ont fait quelques erreurs au départ, en misant sur, en tout cas, les revenus du hydrocarbure, ils n'ont pas diversifié. Mais effectivement, en amont, quand on, en tout cas, met en avant la transparence dans la gestion, mais croyez-le, en fait, les esprits d'abord vont se calmer, et puis ça va éviter effectivement, parce que cette malédiction dont on parle, on sait d'où, clairement, on sait. Après, c'est un problème de lobby, c'est un problème d'intérêt. Ben, si cette gestion est transparente, ben, on saura que vraiment, on a mis au devant effectivement des Sénégalais pour qu'ils nous gèrent ces hydrocarbures, mais qui vont ruisseler jusqu'à, encore une fois, jusqu'au vendeur de guerre de tchaf, quoi. Et ça, il faut qu'on y arrive. À l'heure où on parle, effectivement, le Sénégal est très courtisé, il faut se le dire. Quand en fait l'odeur du gaz là, disons, a émergé, on a vu beaucoup de présidents valser. Hein. En tout cas, nos salles d'attente étaient plein de monde. Donc les Polonais, les Anglais, les Français, les Allemands, tout le monde est passé. Nouer des partenariats dans un objectif gagnant, c'est pas une mauvaise chose. Quand je prends un pays, enfin, quand je prends ces pays, effectivement, pétrodollars, Qatar, etc., quand vous les regardez, ce sont des pays actuellement qui cherchent à se diversifier. Et quand je dis qu'ils cherchent à se diversifier, ils cherchent vraiment à créer de la valeur sur autre chose. Ils ne dépendent plus de leurs revenus parce qu'ils sont en train de se projeter. Effectivement, nous, en fait, on a en tout cas un stade à atteindre. C'est vraiment, en fait, en tout cas, nous rendre industriels et puis absorber vraiment toute cette jeunesse qui attend des emplois. Mais au-delà, effectivement, il faudrait qu'on pense se diversifier. Voilà. Parce que, encore une fois, on a affaire à des hydrocarbures, on a affaire à des énergies qui vont se tarir, théoriquement. On a cette génération, mais on a les générations à venir. Il faudrait qu'effectivement, que ces générations, qu'on puisse leur léguer, encore une fois, vraiment un Sénégal prospère. Et c'est le moment, en tout cas, encore une fois, de mettre les jalons qu'il faut pour vraiment arriver vraiment à asseoir vraiment un Sénégal prospère dans les années à venir. Et l'exemple le plus patent, encore une fois, ce sont ces pays pétrodollars. C'est des, si vous avez, les gens qui ont la chance de faire Dubaï, mais c'est extraordinaire. Ce pays, en fait, est en train de se diversifier, de se préparer sur l'avenir. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on suive cette voie et qu'on s'enferme surtout pas dans nos, en tout cas dans nos lauriers, comme quoi on est pays producteurs. Mais il faudrait effectivement qu'on puisse se diversifier et je vous assure que ce Sénégal a tous les atouts en main pour, en tout cas, pour progresser. Voilà. Moi, je suis sûr et certain. Mon dernier mot, c'est d'abord vous remercier, hein, sincèrement, comme je dis. Et moi, quand je vois des jeunes comme vous, sincèrement, je leur encourage, je leur tire chapeau. Et moi, je suis en tout cas dans une posture, disons, pour faire avancer ce continent. Voilà. Je souhaite que vraiment ce pays, en tout cas, qui amorce un virage stratégique, puisse réussir en toute quiétude ce virage et surtout par les Sénégalais et pour les Sénégalais. Et bien sûr, de là, par les Africains pour les Africains. Voilà. Parce que moi, en fait, j'ai un discours effectivement panafricaniste. Le jour où vous aurez la chance de parcourir le livre, vous allez vous en rendre compte. J'ai un discours vraiment qui
transcende le Sénégal, parce qu'effectivement, ce continent, moi, j'estime que ce sont ses fils qui vont le développer, pas autre chose. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, M. Sow. Donc, franchement, je vous remercie pour cette interview.